Bonjour Virginie. Bonjour Jeff. Ça va? Très bien et toi? Ouais, super. Merci de me recevoir. T'en prie. Merci Jean-François de nous recevoir. Vraiment, je suis très touchée parce que tu es quelqu'un que j'admire humainement et puis ta belle société que tu as parce que tu partages des valeurs qui me sont chères, des valeurs de partage, de respect. On essaye. Oui, mais tu y arrives bien. Tu ne fais pas qu'essayer, il me semble. Donc, je suis très honorée. Et puis, tu es le premier, donc c'est un baptême pour moi. Et donc, tu vas être, en quelque sorte, tu vas être mon parrain. Donc, c'est le début, effectivement, de plusieurs interviews qui vont avoir pour but de comprendre la mécanique de la réussite professionnelle, de l'esprit que l'on doit développer pour réussir sa vie professionnelle, également un but de transmission. J'ai envie que les jeunes entrepreneurs puissent avoir des outils par rapport à tout ça quand ils lancent leur affaire. Tu fêtes à peu près les 20 ans de Voyageurs du Monde. Moi, ça fait 20 ans que je la dirige, mais Voyageurs du Monde a 35 ans. Voyageurs du Monde, mais toi, tu es... 20 ans. Tu as 20 ans. C'est bien ce qui me semblait. Donc tu as à peu près 1200 salariés dans une quinzaine de pays avec 40 nationalités différentes, un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros, c'est ça? 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. 360 millions d'euros de chiffre d'affaires. En fait, j'ai commencé ma vie professionnelle à 23 ans. À 24 ans, je dirigeais déjà une entreprise. Et aujourd'hui, j'ai 53 ans. Donc ça fait 30 ans que je dirige une entreprise. J'ai jamais lâché, quoi. C'est quoi pour toi le plus grand plaisir que tu peux retirer C'est construire des projets qui ont du sens et qui ont du sens à long terme. Par exemple, ici, on essaie de faire des très très beaux voyages qui donnent beaucoup d'émotions aux gens et de faire des choses qui sont très très difficiles à être remplacées par la technologie, même si nous-mêmes on est des très très gros utilisateurs de technologie. Quand j'ai construit, rénové la maison dans laquelle a habité Gandhi en Afrique du Sud et que j'en ai fait un musée autour de sa philosophie politique basée sur la non-violence, j'en ai ressenti une très grande fierté. Quand j'ai rénové ce vieux bateau sur le Nil qui est un moment d'histoire incroyable, j'en ai ressenti une très grande fierté parce que je me suis dit qu'on allait laisser ce patrimoine de l'humanité touristique à long terme. Voilà, c'est ce genre de choses. Après, c'est construire, moi, ce qui m'anime le plus, c'est très de l'ego marketing, hein. C'est que je dirige une entreprise dont j'aime profondément le produit. Alors, le sens de l'entreprise est extrêmement utile pour plusieurs raisons. Elle est très utile pour entraîner les collaborateurs. Quand on a des valeurs très fortes dans une entreprise et que les collaborateurs y adhèrent, on les motive plus, ils sont plus impliqués, ils sont plus efficaces, ils sont plus heureux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça donne une personnalité très forte à l'entreprise et donc que les clients identifient très clairement qui est Voyageur du Monde et qui n'est pas Voyageur du Monde. Ça a aussi l'inconvénient d'exclure ceux qui ne sont pas en harmonie avec ces valeurs-là. C'est un positionnement assumé, choisi, très fort, à la fois sur le produit, les valeurs et le service, qui est très cohérent, donc sa force c'est sa très grande cohérence. Son inconvénient, c'est que ça ratisse pas large. Voilà. Mais moi j'ai une conviction intime, c'est quand vous montez une entreprise, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est qu'il faut que vous sachiez quelle est votre valeur ajoutée réelle, pas de se mettre sur un marché parce qu'il croit et que donc tout le monde en achète, non. C'est quelle est votre valeur ajoutée sur ce marché. Puis ensuite, au-delà de sa valeur ajoutée, c'est quoi qui vous différencie pour pouvoir résister à long terme. Si on n'a pas ces deux éléments-là, on ne tient pas très longtemps. Quelles sont pour toi les 3 plus grandes qualités humaines que doit avoir un dirigeant? Alors, pour moi, la principale, c'est d'avoir un quotient émotionnel très développé. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé du quotient intellectuel, tout le monde sait ce que c'est.
bien sûr il est nécessaire, mais pour moi dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde sensoriel dans lequel on est, dans le monde numérique dans lequel on est, si on n'a pas un quotient émotionnel très développé qui vous permet de synthétiser les informations qui viennent de partout pour comprendre le marché sur lequel vous êtes, d'écouter vos collaborateurs, vos clients, tout en ayant votre propre analyse, vous allez avoir de sérieux problèmes. Moi, je pense que le quotient émotionnel, c'est l'alpha et l'oméga de ce que sera le dirigeant de demain. C'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aussi avoir de très fortes convictions. Être à la fois quelqu'un qui accepte la différence, l'écoute, la critique, toutes ces choses-là, d'absorber, c'est relié au quotient émotionnel, mais d'avoir sur certains sujets clés d'extrêmes fortes convictions. La qualité de ce qu'on fait dans les voyages, pour ne pas tomber dans le voyage de masse ou les visites de villages caricaturales à l'Euro Disney, ou la qualité du service dans la relation client avec les voyageurs du monde, ou l'esthétisme général qu'on génère chez nous, ce sont des choses qui ne sont pas négociables chez nous. C'est pas possible. Je suis prêt à aller très loin là-dessus. Puis la troisième grande qualité qu'il faut avoir, qui est la plus difficile, qui est nécessaire, mais qu'on n'a jamais à 100%, c'est savoir gérer son ego. Les dirigeants d'entreprise qui ont de très fortes convictions, un grand charisme, qui développent des idées, ils ont aussi souvent un ego surdéveloppé, qui parfois les empêche d'écouter les autres, qui parfois les empêche de donner de la place à d'autres idées et d'être capable de changer d'avis. Par exemple, de ne pas se retrouver dans une situation où en fait on n'a que des binouis autour de vous, de manquer de bienveillance parce qu'on se prend pour une star. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Mais c'est très difficile. Et c'est un travail personnel qui dure toute une vie, qui n'est jamais terminé quand vous mourrez. Moi, il ne m'arrive pas une seule journée dans laquelle je ne dis pas à mes collaborateurs, vous avez raison, je m'inquiète. Tous les jours. Et pourtant, ils connaissent ma détermination et mon autorité sur certains sujets clés. Donc, c'est pas incompatible. Les 3 plus grandes qualités opérationnelles. Les 3 plus grandes qualités opérationnelles. Il faut absolument un minimum de rigueur. Si on n'a pas un minimum d'organisation et de rigueur, ça ne peut pas fonctionner. C'est pas ma qualité principale, même si je suis issu d'une formation scientifique, mais j'étais obligé d'avoir cette qualité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la désorganisation chez moi, mais elle ne me concerne que moi. Elle n'a pas d'impact sur les collaborateurs. Je me suis arrangé pour être efficace en termes de rigueur vis-à-vis de mes équipes. La deuxième qualité opérationnelle fondamentale qu'il faut avoir, c'est être extrêmement bien entouré. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de vous entourer de gens plus forts que vous dans les domaines sur lesquels ils travaillent, et que vous vous entourez comme énormément de managers, d'entrepreneurs le font, de gens moins bons que vous pour pas qu'ils vous fassent d'ombre, alors là, vous allez directement. Ça, c'est. On ne fait rien seul. Donc, ça, c'est vraiment fondamental. Faire en sorte de fluidifier les informations dans les entreprises. C'est très compliqué parce que plus vous grandissez, plus vous mettez en place des process, mais en même temps, il faut rester souple. Il faut aller vite. La fluidification des décisions doit rester extrêmement rapide et vous devez réadapter les organisations en permanence. Si vous êtes dans une organisation figée, très vite, vous tombez dans des caricatures opérationnelles qui ne sont pas bonnes. Et ça, c'est très 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 dangereux. Bien s'entourer, crucial. Les 3 plus grosses difficultés professionnelles que tu as pu rencontrer et comment tu les as dépassées? La plus grande difficulté personnelle pour moi, parce qu'elles sont différentes pour chacun, bien sûr, elle est toujours là. En ce moment, d'ailleurs, elle a une vraie acuité. C'est la gestion du temps. Quand vous êtes un dirigeant d'une entreprise comme la nôtre, et qu'en plus vous avez plein de passions, que ce soit lié à votre activité professionnelle ou non,
vous êtes très vite bouffé par le temps. Alors, comme c'est récurrent, il faut régulièrement revisiter son organisation pour pouvoir éviter que ça se produise. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie professionnelle. Depuis 2 ans, 3 ans, là, j'étais impeccable. Et là, depuis le mois de septembre, depuis la rentrée, c'est catastrophique. Et quand c'est comme ça, tu te poses? Quand c'est comme ça, je me pose et je m'interroge sur ce que je dois plus faire pour pouvoir retrouver de l'air. Parce que quand vous n'avez pas d'air, vous n'êtes pas bon. Vous n'êtes pas bon parce que vous êtes oppressé, vous allez trop vite, vous êtes agacé, vous êtes impatient. Tout ça n'est pas bon. Qu'est-ce que tu fais pour prendre de l'air? Je supprime des choses de mon agenda en décidant que ça, je ne le fais plus. Je le délègue à des autres gens et je réorganise mes priorités. La deuxième et troisième chose que je vais les mettre ensemble, qui ont été les plus difficiles pour moi, c'est de gérer mes défauts. Et j'ai 2 défauts, moi. Je suis extrêmement impatient. Et ça peut générer des stress inutiles auprès des collaborateurs, voire des injustices. Et je suis colérique. Donc il a fallu que sur ces 2 sujets, avec les années qui passent, je m'améliore. J'ai plus réussi sur la colère que sur l'impatience, même si j'ai beaucoup avancé. Mais le problème de vos défauts personnels, c'est que même si vous avancez, même si vous télétravaillez, vous avez toujours des moments de rechute. Il ne faut pas s'en inquiéter d'ailleurs. Il ne faut pas se dire c'est catastrophique. Non, vous avez des moments de rechute, mais au final, vous en avez moins qu'avant. C'est ça qui compte. Alors après, il y a quelque chose qui est très difficile dans les entreprises, mais qui pour moi ne l'est pas. Mais je vais quand même en parler un petit peu. C'est de gérer des situations humaines complexes. Par exemple, de se séparer d'un collaborateur. C'est des choses qu'il ne faut surtout pas ne pas faire. Il faut les faire quand elles sont nécessaires. Il ne faut pas reculer. Et puis, il faut expliquer. Il faut expliquer. Moi, j'ai remarqué que quand on explique, quand on est transparent, je suis énormément là-dessus, et que on est dans la vérité, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas d'histoire, eh bien ça fonctionne. Et il y a tellement d'entrepreneurs, tellement de managers qui sont dans le non-dit, qui ne sont pas transparents, qui font de la politique à 10 balles, alors qu'en réalité, au lieu de régler le problème, ça l'augmente. Franchement, pour moi c'est facile parce que je suis naturellement comme ça, et puis je vais au front. Je vais au front voir les équipes, écoutez, j'ai fait ça, ça vous plaît pas, mais voilà pourquoi je l'ai fait, et voilà pourquoi je pense que j'ai bien fait de le faire, et je sors dans 99,9% des cas de la réunion avec des gens qui sont convaincus. Mais parce que je me suis mouillé. Et ça, dans les entreprises, les problèmes humains, c'est récurrent, c'est permanent, et il faut savoir les affronter dans la vérité et dans la bienveillance. On va faire un petit jeu d'imagination. Tu passes un coup de fil à Jean-François Rial, petit garçon. Qu'est-ce que tu lui conseilles? Calme-toi. Calme-toi ton esprit. Un deuxième jeu d'imagination. Tu as 99 ans. Tu es devenu un sage. Tu marches sur une plage. Qu'est-ce que tu aurais envie de te conseiller à l'heure d'aujourd'hui? J'espère que tu as travaillé pour pouvoir bien affronter la vérité de ta vie et de ta mort, parce qu'elle ne va pas bientôt arriver, à ce moment-là, d'ici là, quoi. Entre mes 53 ans maintenant et mes 99 ans. C'est 99 ans que tu as dit, Virginie. J'espère que tu auras bien travaillé pour accepter la vérité de la vie et de la mort. Sinon, tu vas souffrir. Qu'est-ce qui fait encore courir Jean-François Rial aujourd'hui? La passion. Moi, je fais des choses par passion, quel que soit ce que je fasse. Je ne fais rien, c'est un de mes défauts d'ailleurs. Je n'arrive pas à faire des choses qui ne me passionnent pas. Et au bout de 20 ans, tu es toujours passionné. Ouais. C'est beau. Bravo. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Dernière question. D'avoir plus de temps
et toujours continuer à calmer mon esprit. Merci Jean-François. Merci à toi, Virginie. Merci Merci à toi. beaucoup.